Hamas is not a militant organization. It is not a government. It is not an activist group. Hamas is a sadistic, criminal, terrorist death cult, and it must be defeated. Indeed, Israel does have the right to defend itself in accordance with international law, and it has the right to respond, just as Canadians would respond if an attack of this type were carried out against our people or on our soil. There will be and there can be no negotiating with Hamas. Hamas can only be destroyed, just like President Obama destroyed and assassinated Osama bin Laden. There was no negotiating with bin Laden, and there can be no negotiating with. I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Les grandes guerres saintes qui ont été menées, elles ont été menées au nom d'une autre religion que la religion musulmane. Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est la seule religion qui tue. Bon. Aujourd'hui, c'est la seule religion qui tue. Certes, mais en tout cas, je ne crois pas. Et qui tue ses propres enfants. Hein. Que l'on puisse. On sait, moi, aujourd'hui, on est par 30 000 victimes à Gaza, et j'en suis absolument désolée. Mais quid des 1 million de morts musulmans, parce que l'islam tue ses propres enfants avant, et menace ses propres enfants dont moi, et tous ces apostats. Alors, vous entendre dire, depuis je ne sais quelle chair, monsieur, que l'islam est une religion d'amour, c'est très, très dangereux comme discours. Il va falloir qu'on se mette à table et qu'on dise la vérité, et les musulmans sont assez adultes pour entendre ce discours. Hein. Vous comprenez ? Donc, il y a énormément de musulmans modérés, mais le texte islamique que je connais in extenso, je peux vous discuter avec vous, n'est pas ni une religion de paix, ni une religion de tolérance. Voilà. Alors écoutez, on va... Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui vous vouliez parler d'antisémitisme. Jean-François Revel a dit « Pour juger un régime politique, comptez les cadavres. Il est temps d'arrêter de parler et de compter. » Sébastien Selam, tué par Adel Amastebou. Ilan Halimi, tué par Youssouf Fofana. Jonathan, Arié, Gabriel Sandler, Myriam Monsénégo, tous tués par Mohamed Merah. Sarah Halimi, assassinée par Kobili Traoré. Jérémy Cohen, battu à mort par toute une bande. Mireille Knoll, tuée par Yassine Mioub. La liste est encore longue. Des juifs morts parce que juifs sur le sol de France et par la main d'assassins que la France avait elle-même accueillis. Alors les juifs s'en vont. Et quelle tristesse de voir tant de gens qui aiment l'Europe la quitter, quand tant de gens qui la détestent y arrivent chaque année.
Cette fois dans l'histoire, les coupables ne sont pas à ma droite, mais à ma gauche. Et ça ne m'étonne pas que Rima Hassan ne soit pas dans l'hémicycle lorsqu'on parle d'antisémitisme. Oui, c'est vous. Vous qui accueillez des antisémites et qui vous plaignez de la montée de l'antisémitisme. Vous qui n'admettez pas qu'islamisme rime avec antisémitisme. Et c'est une petite fille de juif du Maroc venue se réfugier en France qui vous le dit. Aujourd'hui, les juifs se demandent de nouveau, peut-on encore être juif en Europe? Tous les patriotes de cet hémicycle vous demandent, pourra-t-on encore demain être européen en Europe? À tous ceux qui ont oublié, aux artistes, aux élus, aux intellectuels à géométrie variable, à Emmanuel Macron, à tous ceux qui, ces dernières semaines, ont osé parler de génocide à Gaza, de camps de concentration, de soldats nazis en parlant d'Israël. J'ai une question. Avez-vous déjà oublié? Le 7 octobre 2023, un samedi, il faisait beau, c'était Shabbat, une fête juive. À 6h29 du matin, la frontière a cédé et l'inhumanité s'est engouffrée. Des milliers de djihadistes du Hamas ont traversé, ainsi que des civils. Ils n'ont pas riposté ni résisté, ils ont violé, égorgé, brûlé, mutilé. Et ils ont filmé. Et ils ont souri. Oui, souri. Avez-vous déjà oublié? Quand ils traînaient une femme par les cheveux dans une Jeep. Quand ils tiraient sur des civils qui tentaient de fuir. Quand ils appelaient leur mère pour lui dire « Maman, j'ai tué 10 juifs. Tu es fière de moi ?» Avez-vous déjà oublié? Au festival de musique, Nova, c'était un carnage. Des jeunes massacrés, des femmes violées à mort, des enfants assassinés, des grands-mères criblées de balles dans leur salon. Avez-vous déjà oublié? Tout ça n'est pas une rumeur. Tout ça est documenté. Les vidéos existent. Les corps ont parlé. Les survivants ont raconté. Et malgré tout, vous avez détourné les yeux. À vous, artistes engagés. Vous qui prétendiez ne pas vouloir choisir de camp. Comme si c'était honteux de soutenir des victimes israéliennes. Non, ce n'était pas honteux. Ce n'était pas compliqué. C'était une barbarie. Filmée en direct. Et vous n'avez rien dit. Pas un mot. À vous, élus de gauche. Vous comparez Tsahal à l'armée nazie, Gaza à Auschwitz. Auschwitz, c'est là où on parquait les juifs pour les exterminer. Gaza, c'est là où les terroristes du Hamas planquent leurs roquettes sous les berceaux. Faire cette comparaison, ce n'est pas une maladresse. C'est une complicité morale. Et vous, Emmanuel Macron, vous dénoncez des disproportions. Vous appelez à la retenue. Vous n'osez pas dire si c'est un génocide ou non. Mais où est passé le président qui appelait à une coalition internationale contre le Hamas? Où est le président qui affirmait que ça n'était pas le moment de reconnaître un État palestinien? Qu'êtes-vous donc devenu? Je ne minimise rien, je tiens à le préciser. Je remets juste les choses à l'endroit. Il y a des civils qui souffrent à Gaza. Ce qui s'y passe est absolument tragique. Oui, c'est dramatique. Mais si cette guerre existe, c'est parce que le Hamas l'a voulu. Provoqué, planifié. Parce qu'il utilise son propre peuple comme bouclier humain. Alors, non. Israël n'est pas coupable d'un génocide. Non. Israël n'est pas nazi. Non. Gaza n'est pas Auschwitz. Et si vous osez dire le contraire, c'est que vous avez oublié, ou pire, que vous avez choisi d'oublier. À tous ceux qui ont oublié, aux artistes, aux élus, aux intellectuels à géométrie variable, à Emmanuel Macron. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire, l'origine du peuple palestinien. Alors déjà, avant toute chose, le nom Palestine, d'où vient-il? Quelle est son origine? Voilà une carte de l'Empire romain. Le territoire encerclé, c'est la Judée qui avait été envahie et conquis par les Romains. La Judée, le pays des Juifs. Alors, en l'an 135 de notre ère, l'empereur Hadrien mate définitivement la révolte juive. Il détruit des villes, il déporte des Juifs, mais il a une obsession. Il veut supprimer toute trace de souveraineté juive sur ce territoire.
Et pour ce faire, il va changer le nom du territoire. Il va utiliser le nom d'un des pires ennemis du peuple juif, les Philistins. Les Philistins qui étaient un peuple originaire des côtes de la mer Égée et qui à l'époque romaine ont complètement disparu. L'empereur Adrien va choisir un nom hébraïque qui se trouve dans la Bible juive, Pelishtim, qui désigne donc les Philistins, et en latin, ça donne une corruption linguistique Palestina. Pelishtim, Palestina. Donc ce qu'on peut dire déjà d'entrée, c'est que le nom Palestine est irréductiblement lié aux Juifs et qu'il est lui-même d'origine hébraïque. Donc le terme Palestine, quand il sera utilisé à travers les siècles, ce sera pour désigner le territoire juif, le territoire des Juifs. Regardez cet homme, Youssouf Zia Pacha al-Khalidi, député ottoman et maire de Jérusalem. Il écrit une lettre en 1899 au grand rabbin de France, Zadok Khan, et il lui explique que c'est une évidence que la Palestine désigne, enfin se trouve être la terre des Juifs, le pays des Juifs. Regardez encore ce timbre, il y a des milliers d'exemples, mais je vais vous en donner que deux. Le timbre qui date donc de 1927 sous la Palestine mandataire, et vous voyez écrit ici Palestine, et en hébreu, Palestine, terre d'Israël. Alors, en ce qui concerne par contre le terme palestinien, c'est le cœur de cette vidéo, il n'apparaît nulle part dans l'histoire. Il n'est jamais question dans l'histoire de peuple palestinien. Ça n'existe pas. Il commence à devenir populaire dans les années 1920, à l'époque de la Société des Nations, qui va allouer en fait ce territoire, la Palestine mandataire, comme étant le foyer national juif. Et à partir de ce moment-là, dans les années 1920, effectivement, le terme palestinien désignera les Juifs qui habitent la Palestine. Quant à la population arabe de Palestine, elle rejette catégoriquement l'appellation de Palestiniens. Elle refuse catégoriquement d'être appelée Palestiniens, parce que d'une part, ça désigne les Juifs, et d'autre part, ils se voient faire partie d'un ensemble arabe, et spécifiquement, ils se représentent eux-mêmes comme étant syriens. Ils désignent d'ailleurs la Palestine comme étant la Syrie du Sud. C'est très intéressant. Alors, une question nous brûle les lèvres, en tout cas les miennes, à ce stade de la vidéo. Comment expliquer qu'un terme palestinien, qui désignait les Juifs jusqu'au milieu des années 1950, est devenu un terme qui désigne une autre population, une population arabe? On va essayer de comprendre. On va regarder une date en particulier pour tout comprendre. Le 23 mars 1959, c'est la réunion de la Ligue arabe au Caire, en Égypte, pays dirigé à l'époque par Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser qui est anti-occidental évidemment, allié de l'Union soviétique et qui a une obsession, encore une d'ailleurs, encore un qui a une obsession, il veut se débarrasser de l'État d'Israël. La Ligue arabe se réunit et au menu du jour, ce sont les réfugiés. Ils discutent des réfugiés arabes. De quels réfugiés on parle? Vous savez que un peu plus de 10 ans auparavant a eu lieu la guerre israélo-arabe de 1948. Les Arabes ont attaqué l'État juif renaissant comme un seul homme. Ils étaient mieux armés, ils étaient plus nombreux, mais certainement moins motivés. Ils ont perdu à la surprise générale et à l'issue de cette guerre, la population, une partie de la population arabe qui se trouvait sur le terrain des hostilités s'est enfuie donc dans les pays voisins. Syrie, Jordanie, Liban et également, bien évidemment, dans ces territoires qui avaient été annexés à l'issue de la guerre illégalement par la Jordanie et Gaza ici, annexé illégalement par l'Égypte. Alors, la Ligue arabe est très embêtée. Pourquoi? Pas du tout, elle ne se soucie pas du tout des réfugiés. Elle n'est pas du tout intéressée par les réfugiés. Par contre, l'ONU lui propose fréquemment des plans d'intégration économique de ces réfugiés dans les pays où ils se sont installés, suite à la guerre. Pourquoi l'ONU propose-t-il ce plan? Tout simplement parce que c'est le régime standard de résolution du problème des réfugiés dans le monde. Les réfugiés indo-pakistanais, par millions, les réfugiés allemands après la Deuxième Guerre mondiale, les réfugiés entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je ne vais pas faire la liste de tous les réfugiés, malheureusement il y en a eu beaucoup, les réfugiés juifs, 850 000 au moment de la guerre israélo-arabe, qui ont dû fuir les pays arabes. Tous ces réfugiés se sont réinstallés dans les pays où ils ont trouvé refuge et ont perdu leur statut de réfugié, bien évidemment. Mais la Ligue arabe ne veut pas en entendre parler. Pour elle, le plus important, c'est de créer un abcès de fixation pour nuire à l'État d'Israël, en utilisant ce thème des réfugiés. Alors, Nasser va arriver avec une idée simple et en même temps révolutionnaire. Il va proposer à la Ligue arabe de créer un narratif. Il va proposer l'idée
de créer, de supposer en fait, d'expliquer que cette population de réfugiés et également cette population arabe qui vit encore, qui vient de Palestine, de la Palestine mandataire, forme un peuple, une entité homogène, que ce peuple était aborigène sur le territoire, c'est-à-dire qu'il était le premier de tous les peuples sur ce territoire, et qu'il a été chassé par les Juifs, donc qui lui ont volé ce territoire. Alors le problème auquel fait face Nasser, il est quand même majeur. C'est que, on l'a vu, la population arabe de la Palestine mandataire n'a jamais eu de revendication politique et nationale pour elle-même. Ils se représentaient comme faisant partie de la Syrie, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la population aborigène, cette population était structurée, cette population arabe, était structurée en clans et en tribus. Si vous regardez la liste des clans et des tribus, vous vous rendrez compte en fait que cette population arabe était venue au cours des siècles, à partir du 7e et du 8e siècle, émigrer pour des raisons diverses en Palestine, mais qu'ils sont tous originaires, les Nachashibi, les Husseini, les Nusseibé, les Arafat, les Erekat, je ne vais pas faire la liste dans cette vidéo, ils sont tous originaires du monde arabe et principalement de la péninsule arabique. Le seul peuple encore vivant qui peut prétendre à une présence sur ce territoire qui date bien avant l'Empire romain, c'est le peuple juif. Nasser a un problème. Et comment il va retomber sur ses pieds? Pour comprendre ça, il faut revenir un peu à la culture et à l'histoire arabe. Si vous voulez, les conquistadors arabes ont toujours eu un penchant pour islamiser l'histoire et la culture juive. Les rois, les prophètes et les juges juifs ont été convertis en rois, juges et prophètes musulmans dans l'islam. Le calife, quand il a fait la conquête de Jérusalem, il installe un plafond physique au-dessus de l'emplacement des deux temples juifs, enfin des temples juifs qui existaient depuis des siècles, et il y installe une mosquée en déclarant que Jérusalem est et a toujours été islamique. Nasser a vu de ses yeux la Jordanie, annexer Jérusalem-Est en 1950, pratiquer l'épuration ethnique de ces juifs, installer des arabes, détruire les synagogues et déclarer Jérusalem comme étant une ville islamique depuis toujours. Donc c'est presque l'inconscient collectif qui a parlé chez Nasser. Comme un réflexe, il propose de se réapproprier les termes de Palestine et de Palestiniens qui sont devenus inutilisés, d'ailleurs qui ne sont plus utilisés par les Juifs, qui sont appelés maintenant les Juifs israéliens. Et il intime l'ordre à la Ligue arabe, quasiment en fait, d'utiliser un nouveau vocabulaire. On parlera donc de réfugiés palestiniens, al-Kiyan al-Falastini, l'entité palestinienne, plutôt que réfugiés arabes de la Palestine mandataire, qui était le terme à l'époque utilisé par l'ONU, les livres d'histoire et les journalistes. Alors, cette idée serait restée lettre morte sans l'intervention d'un acteur majeur dans cette pièce de théâtre shakespearienne, l'Union soviétique. Alors, l'Union soviétique est l'allié des pays arabes et de Nasser en particulier et l'ennemi d'Israël. Elle prend le problème en main et sans faire injure à Nasser, les soviets sont quand même experts, propagande et communication. Ils vont, en fait, au début des années 60, ils ont l'habitude de créer des organisations terroristes qu'ils vont labelliser Organisations de libération nationale pour répandre le communisme et prendre pied dans des pays. Colombie, Bolivie, Arménie, etc. Mais leur plus belle réussite, ça reste, et de très loin, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, très connectée comme organisation. C'est le KGB lui-même qui écrira, en fait, la charte de création de l'OLP à Moscou. Et c'est lui qui supervisera les premiers membres de cette organisation. Mais l'Union soviétique va pousser beaucoup plus loin. Ils vont rééduquer tout ce monde, en fait, l'OLP, tous ces gens qui tournent autour de ça. D'abord, Nasser va proposer à Yasser Arafat comme dirigeant de l'OLP. Les dirigeants soviétiques vont détruire sa biographie officielle, qui expliquait qu'il était né au Caire et qu'il était membre des Frères musulmans. Ils vont lui trouver une nouvelle ville de naissance, Jérusalem. Ils vont l'habiller d'un kéfier et en faire un leader. Ils vont le rééduquer, ils vont mandater les pays du bloc communiste, regardez ici Yasser Arafat avec Ceausescu, pour lui expliquer qu'on ne parle plus d'exterminer les juifs et de djihad islamique. Tout ça c'est fini. Il faut parler de libération nationale pour plaire aux oreilles européennes. Ils procéderont aussi à une livraison d'armes massive auprès de toutes les organisations dites à l'époque qui commencent à se créer, FPLP, FDLP, des organisations palestiniennes, et un agent soviétique, Sergei Grankin, sera directement responsable de la livraison d'armes à ces organisations. Alors, on va parler, alors encore une photo, parce que quand même ça vaut le pesant de cacahuètes, Yasser Arafat et Brejnev, et Yasser Arafat qui pèlerine la tombe de Lénine. D'accord ? Alors, la vérité quand même surgira de temps à autre.
on peut pas tout étouffer non plus. Regardez ici Zahir Moussen, qui était membre du comité exécutif de l'OLP, et qui est interviewé en 1977 et qui déclare que la création, enfin l'idée de peuple palestinien est une idée fictive et qu'elle était juste utilisée pour nuire autant que possible à l'État d'Israël. Je finis avec l'ONU pour vous expliquer que jusqu'en 1969, l'ONU n'a jamais mentionné le terme de peuple palestinien, mais que sous la pression arabo-soviétique, l'Union soviétique a quand même une place au Conseil de sécurité, elle va changer cette terminologie et en 1970, on va voir apparaître le terme de droit inaliénable du peuple palestinien, qui aboutira d'ailleurs à une résolution de l'ONU quasiment écrite par les soviets, qui fera l'équivalence entre sionisme et racisme. Conclusion, mes amis. Le terme peuple palestinien correspond à un peuple fictif qui n'a jamais existé dans l'histoire ancienne, médiévale ou moderne, mais qui, par le biais de la ruse nassérienne, l'inventivité, l'ingéniosité soviétique et la corruption de l'ONU, s'est vu attribuer des droits inaliénables qui étaient en fait ceux des Juifs. Je pense que c'est une des plus grosses falsifications de l'histoire, une usurpation d'identité. Regardez, je finis avec cette photo, le même timbre que je vous ai montré au début de la vidéo, qui apparaît sur certains manuels scolaires de ce qu'on appelle l'entité ou l'autorité palestinienne. C'est le même, sauf qu'on a effacé évidemment la mention terre d'Israël. Usurpation d'identité, je vous disais. À bientôt. La cigale et la fourmi, version conflit israélo-palestinien. Les terroristes nous ayant attaqués tant d'années se trouvèrent fort dépourvus quand Israël fut défendu. Pas un seul des plus monstrueux terroristes ne fut épargné sur la liste. Ils allèrent crier famine chez l'ONU, leur voisine, la priant de les aider à survivre et à se relever. « Stop génocide !» lui dirent-ils. « Nous sommes de pauvres innocents, nous ne sommes que des résistants. » Hélas, l'ONU est bien crédule, c'est là ce qui la rend ridicule. Elle s'adressa à Israël en ces mots artificiels. « Mais enfin, que faites-vous? Cessez de vous défendre. Acceptez tous leurs coups, même s'ils vous changent en cendres. » Notre réponse fut tout simplement « Que faisiez-vous pendant tout ce temps? Que des terroristes attaquaient Israël, qu'ils construisaient de nombreux tunnels et que des roquettes tombaient du ciel. Nous fermions les yeux, ne vous déplaise. Vous fermiez les yeux, nous en sommes fort aises. Eh bien, pleurnichez maintenant. » La cigale et la fourmi. Tu es en Palestine, ma petite colombe. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire. Alors, admettons qu'on va appeler ce pays la Palestine. Mais la Palestine, elle a toujours été juive dans tous les cas. Elle a toujours désigné la terre du peuple juif. Toujours. Pendant 2000 ans d'exil, tout le monde savait que c'était la terre des Juifs. Alors ok, je veux bien croire que cette version, elle est sacrément loin de l'histoire que ton coiffeur Rachid t'a racontée, mais on a des preuves. On va commencer par la plus évidente, c'est à quoi ressemblait le drapeau de la Palestine en 1939. C'est quand même hallucinant, comment il y a quand même une étoile de David au milieu qui représente le peuple juif. Et ça doit être dur à digérer ça. Ah oui, parce que soi-disant que les Juifs sont venus dans un pays qui était déjà existant et qui appartenait aux Arabes. Ouh, c'est bizarre. Allez, on continue, c'est pas fini. Regarde la monnaie palestinienne. Tu vois, c'est écrit Palestina en anglais, en arabe et en hébreu. Et c'est même écrit entre parenthèses en hébreu. Aleph, Yud, les initiales de Eretz Israël. Terre d'Israël, parce que c'est son nom originel, ça a toujours été le vrai nom de la Palestine en réalité. Attends, c'est pas tout. Tu sais ton slogan là, Free, Free Palestine, Free, Free Palestine. Eh ben, tu vas jamais croire d'où ça vient. Figure-toi que ce sont des organisations sionistes américaines qui ont inventé ce slogan pour libérer la Palestine lorsque les Anglais, les Britanniques, étaient les colons sur cette terre. En même temps, quand est-ce que vous avez vu que nos propalos ont inventé quelque chose? Ils n'ont rien inventé. Ils ont juste piqué, volé. C'est tout ce qu'ils savent faire. Voler une terre, voler une identité, voler une histoire et même voler des slogans.
Regardez à quoi ressemblait le maillot de foot de la Palestine en 1939. C'était une étoile de David. Regardons même un passeport palestinien de 1937. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Pareil, Eretz Israël entre parenthèses. Vous avez compris maintenant que tout votre mensonge sur la Palestine, il date que des années 60, soi-disant qu'il y avait un pays avant blablabla. Non, la Palestine a toujours été une terre juive. Donc, vous l'appelez encore Palestine, mais nous on sait que c'est la terre d'Israël depuis toujours en fait. Maintenant, si vous voulez me prouver que c'était une terre arabe, j'attends vos arguments. Allez, racontez-moi l'histoire, donnez-moi des présidents arabes, donnez-moi la monnaie qu'il y avait en Palestine avant, sans écrire Israël dessus, s'il vous plaît. Allez-y, prouvez-moi. Tu es en Palestine, ma petite colon.